Merci d'être venus si nombreux pour nous écouter parler de PHP. Alors PHP on steroids. J'aurais dû en prendre un peu plus ce matin d'ailleurs pour la clinique. J'y ai laissé quelques cordes vocales. Donc on va vous parler de PHP sous un angle particulier, donc sous l'angle du cloud et sous l'angle de la démarche DevOps. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette démarche. Je m'appelle Stéphane Goudot, je suis Cloud Architect chez Microsoft France et pour parler du sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Hervé. Bonjour. Donc CTO Alterway, il est tombé dans le DevOps quand il était petit, vous allez voir, il en est resté quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'on est ensemble sur scène avec Hervé? Eh bien déjà parce que personnellement j'ai un peu peur du vide et sur PHP, Microsoft, on n'est pas forcément les plus connus dans l'écosystème, on va dire. Donc là, je me sens assez serein avec mon ami Hervé. Lui, de son côté, je sais pas, il a peur de rien, je crois, donc vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, donc on va parler de DevOps. Donc comme je ne sais pas aujourd'hui quel est votre niveau de visibilité sur DevOps, je vais vous demander de fermer les yeux, de penser à un éléphant. Alors si vous essayez d'imaginer un éléphant, eh bien, vous le voyez dans votre tête, vous aurez, suivant votre origine, suivant votre parcours, différentes façons de voir l'éléphant en question. Donc, celui qui a pris un peu trop de stéroïdes, par exemple, la version Disney, ou peut-être même des éléphants jaunes du monde Big Data. Eh bien, lorsqu'on parle de DevOps, en fait, on se retrouve un peu dans la même situation, parce que essayez d'imaginer un éléphant quand vous n'avez jamais vu d'éléphant, et qu'on vous dit, bah voilà, il y a un éléphant. Vous avez les yeux fermés, et vous allez attraper l'éléphant par la trompe et dire, bon, un éléphant, c'est une liane, vous l'attrapez par la patte, c'est un tronc, par l'oreille, c'est un éventail. Bah, c'est un peu ça, DevOps, en fait. Suivant l'environnement dans lequel vous évoluez, vous êtes développeur, vous avez une vision de DevOps qui va être plus ALM, vous êtes dans les opérations, la gestion des opérations, vous allez plus vous intéresser peut-être aux outils de provisioning, de configuration, et à l'automatisation de l'ensemble à travers des technologies dites infrastructure as code. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que DevOps, c'est avant tout une philosophie, et qu'un des principes majeurs de cette philosophie, c'est qu'il faut aller au-delà de son périmètre d'activité. C'est-à-dire que c'est super important, quand on veut mettre une application en ligne, que les développeurs et les responsables de la gestion opérationnelle aient une vue sur l'ensemble du périmètre qui va être concerné, pas simplement le développeur qui se focalise sur sa machine. Bah, ça marche sur ma machine, donc ça devrait bien se passer en prod. Bah non, c'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est pas la même topologie de l'infrastructure. Donc forcément, il faut que le développeur élargisse son champ de vision. Et de même, l'IT, il peut pas se contenter de penser, bah, il y a des serveurs, du réseau. Il faut aussi qu'il ait un peu en tête la problématique du développeur. Donc DevOps, c'est un des principes, c'est une philosophie. Alors ils n'ont pas trouvé de philosophe pour vous en parler, donc on a pris des gens qui s'intéressent plutôt aux outils aujourd'hui. Donc Hervé et moi, on va vous parler d'outils. Alors on va aller très vite. Et donc DevOps, il y a toute une dimension outils qui vient compléter l'ALM autour du provisioning de plateformes, autour du release management, autour de la configuration. Une fois que vous avez déployé les machines, qu'elles soient dans le cloud Microsoft ou non, il va falloir installer telle ou telle composante logicielle, système, et puis la supervision évidemment pour avoir une vue de bout en bout sur le fonctionnement de l'application. Donc vous faites du PHP, vous faites peut-être déjà du DevOps, ou en tout cas, j'espère que vous y intéressez. Vous pouvez vous dire, bah, pourquoi aller faire des choses avec Microsoft? Alors d'abord parce que le Microsoft d'aujourd'hui n'est pas le Microsoft d'hier. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en prendre conscience. Déjà, on est présent sur le forum PHP, on est présent sur les salons Linux. Concrètement, au niveau langage, lorsque vous faites du développement aussi bien à demeure que dans le cloud, vous avez toute une galerie d'environnements qui sont proposés, parmi lesquels PHP fait figure d'un des environnements majeurs dont nous faisons la promotion. Même chose, on a des frameworks de haut niveau qui sont proposés sur la plateforme Azure, qui sont bâtis sur PHP, mais pas que PHP. On élargit le champ des possibles au niveau des applications multi-device avec du mobile as a service. On a tout un ensemble de services qui sont proposés nativement par la plateforme Azure, qui sont bâtis sur de l'open source. C'est-à-dire que Microsoft capitalise sur l'open source pour promouvoir des services applicatifs clés en main. Donc on ne va pas réinventer la roue. Il y a Hadoop qui est très bien connu dans le domaine du big data. Il y a Cloudera. Vous voulez un cache applicatif, on peut développer un cache sur les technos Microsoft, mais on peut aussi réutiliser le cache Redis qui est très réputé dans le monde de l'open source. Donc Microsoft a changé. Le premier nom d'Azure, c'était Windows Azure. Aujourd'hui, ce nom a été complètement revu, puisque bon, pour le coup, on faisait tourner des machines CentOS, Ubuntu
Dans le cloud public Azure, c'était Windows Azure, c'était bizarre. Il y avait une petite incompatibilité en termes de nommage. Donc maintenant, ça s'appelle Microsoft Azure. Comme ça, les choses sont plus claires. Et on ne centralise pas tout autour de Windows. Donc Azure, Microsoft Azure, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une offre cloud publique répartie sur l'ensemble, enfin plus ou moins l'ensemble des continents. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 19 data centers. Donc c'est le cloud public le plus important en termes de nombre de data centers. Alors je ne connais pas les chiffres en termes de machines virtuelles, mais donc on a tout un ensemble de mécanismes d'hébergement applicatif qui vont vous intéresser, vous, si vous faites du PHP. Vous pouvez simplement, ne serait-ce qu'utiliser les machines virtuelles qui sont mises à disposition. C'est ce que vous montrera Hervé, sur l'un des environnements, l'un des OS qui est votre OS de référence. Mais on a aussi donc ça c'est ce qu'on appelle le IaaS, infrastructure as a service. Vous voulez une machine virtuelle, vous en voulez 10, vous les avez, vous en voulez 10 000, vous les avez aussi. Et il y a aussi toute la partie PaaS, plateforme as a service. Et là on provisionne directement la notion de website. Vous avez besoin, vous, de vous concentrer sur l'applicatif que vous déployez. Et le website, lui, il s'occupe d'être déjà disponible avec le serveur web, avec le framework PHP, dans la version qui vous intéresse. Bref, donc tout un ensemble de services d'hébergement, mais également des services de données. Donc vous faites du SQL as a service dans Azure, vous n'avez pas besoin de vous monter votre cluster SQL. Alors si c'est du SQL Server, vous avez des technos comme Always On qui vous permettent de le faire. Vous pouvez faire du Replica Set, MySQL. Tout ça, c'est disponible as a service, fourni directement par Microsoft ou par la communauté sur les data centers Microsoft, plus tout un ensemble de services de gestion d'identité, de réseau, de cache applicatif. Bon, suivant vos besoins, en fait, vous trouvez ce que vous voulez et vous êtes complètement... la plateforme est complètement ouverte aux différents langages. Donc si vous développez en PHP, c'est parfait. On vous fournit un SDK pour utiliser ces services dans l'outil de développement que vous préférez. Donc les websites, j'en ai dit 2 mots. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller extrêmement vite pour provisionner un website et travailler avec ce website, que c'est complètement ouvert d'un point de vue langage, que dans cette notion de website, on a nativement tout un ensemble de mécanismes qui permettent de faire une association avec les mécanismes de continuous delivery, c'est-à-dire du delivery en continu, avec du continuous deployment, et donc des outils DevOps qui vont pouvoir se plugger directement sur le website. Et vous avez nativement aussi la haute disponibilité, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'autoscaling, par exemple, qui va vous permettre d'avoir une application qui s'aligne sur la charge, sur le nombre de sollicitations à la seconde, par exemple. Vous allez avoir des serveurs qui vont monter ou descendre suivant l'heure à laquelle ils sont utilisés ou suivant simplement un critère comme la charge CPU sur les machines. Bon. Donc, je passe en mode démo. Et Hervé va jouer les timekeepers, comme j'ai tendance à être bavard, même si j'essaye d'aller vite. Donc Merci beaucoup. Donc on peut développer PHP sur Visual Studio. J'imagine que parmi vous, personne n'utilise Visual Studio pour développer PHP. Bon, je le montre juste parce que c'est une société qui s'appelle DevSense et qui m'a gentiment offert l'extension. C'est un environnement qui vous permet de faire de l'intelligence, du debug, de la gestion de contrôle code source, de la publication directement dans Azure. C'est parfait, mais vous avez le droit de vouloir utiliser d'autres outils. Donc, en tant que développeur PHP, je peux me dire, tiens, j'ai besoin de publier mon application pour qu'elle soit en ligne sur Internet. Je veux la publier dans un site web. Donc, une des façons de faire ceci, c'est de créer un site. Donc, je peux créer un site à partir d'une galerie. Donc, on a, comme je disais, plusieurs façons d'héberger des sites web dans Azure, l'une d'entre elles étant de passer par la notion de website, et on a donc des frameworks de haut niveau qui sont proposés avec différentes versions de framework. On voit qu'on a de la page Tomcat, mais on a du Drupal, et différents applicatifs qu'on va pouvoir provisionner à la volée et avoir un site opérationnel en l'espace de quelques secondes. Moi, ce que je vais faire, c'est juste pour vous montrer un peu le principe, je vais en faire un sans rien, PHP forum. Donc le nom est disponible, il y a différents modes de facturation, vous avez 10 sites web gratuits, donc moi j'aime bien le gratuit, je reste dans ce mode-là. Vous pouvez dire si vous voulez une base de données ou pas, faire le lien avec un contrôle de code source. Là je vais me contenter de créer le site web. Alors on choisit son data center, là j'ai choisi par défaut l'Europe de l'Ouest, à savoir Amsterdam, vu à l'échelle mondiale. Donc là j'ai mon site qui est en production, il n'y a rien dedans, c'est normal, j'ai rien fait. Donc je peux aller configurer ce site, par exemple, pour faire
le setup avec un source control. Et là, j'ai pas mal de possibilités en termes d'association entre mon site qui est en ligne maintenant et différents contrôleurs de code source. Et donc, je peux aller sur un GitHub, sur un Visual Studio Online qui est notre solution as a service des outils collaboratifs. Je peux aller sur un Bitbucket, un Dropbox, ainsi de suite. Bon, si je prends un Git local, il va me faire l'association avec ce Git local en me proposant la démarche pour faire un ensemble de commandes. Donc j'ai ici une Git URL qui correspond en fait au nom du site que j'avais créé, PHP Forum, plus le SCM, le Source Control Manager. Et je peux downloader les outils Git si je ne les ai pas encore sur ma machine, plus les quelques commandes que j'ai à connaître pour faire l'opération. Et là, j'ai plus qu'à faire un push sur mon SCM, Azure, et j'aurai du continuous deployment. Dès lors que je ferai un commit, je pourrai pusher sur Azure et avoir mon site en production. Donc ça, c'est des opérations qu'on peut faire manuellement. La démarche DevOps, c'est d'automatiser un certain nombre de choses. Donc plutôt que de faire cette démarche manuellement, ce que je peux faire, c'est faire du infrastructure as code et m'appuyer sur un langage de script. Alors vous verrez qu'Hervé est très friand d'Azure Click, qui est un langage de script qu'on peut utiliser sur Linux, sur Mac. Moi, je suis plutôt Windows pour des raisons évidentes. Donc j'utilise un langage de script qui s'appelle PHP. Et donc je vais juste lui dire que je vais lancer le script, ça sera plus rapide. Je vais aller lire le certificat qui est sur ma machine qui autorise l'automatisation du déploiement, puisqu'en principe, il faut quand même être un tantinet authentifié pour les déployer sur Azure. Je vais aller créer, il y a des commandelet Azure qui sont disponibles pour PowerShell, je vais aller créer un nouveau site web. Et à partir de là, je vais lancer des commandes Git sur ce site web. Donc notamment, je vais ajouter le référentiel Azure, le SCM, qui a été créé à partir du nom. Ici, j'ai fait le même type d'association. Et je vais le nommer comme Remote SCM Azure, et puis je fais un push. Donc là, c'est rouge, mais ce n'est pas inquiétant. Donc Git est en train d'envoyer à travers une connexion Internet établie sur mon téléphone un certain nombre d'objets vers Azure. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du site que je vous montrais, le site qui était ouvert tout à l'heure, donc c'est un Drupal Commerce. Et ce site, je le faisais tourner sur ma machine en 5.3. Alors pendant qu'il est en train de monter gentiment vers les nuages, voilà, 70%, ça finira par arriver. Celui-ci, on n'en a plus besoin. On peut aller jeter un œil, en principe, sur la liste des sites qui ont été créés. Il y a un nouveau site qui est venu apparaître, qui s'appelle Stevgoo Drupal. Et ce site, dans sa configuration, on va voir que, à la différence de l'environnement qui était sur ma machine, il n'est pas en 5.3, mais il est en 5.4. Donc ça, on est typiquement dans le cas où le développeur, lui, il est dans son périmètre, entre guillemets, il a développé sur sa machine, ça fonctionne nickel. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien en prod. Bah si, parce que la prod, finalement, ça ne va pas être du 5.3, c'est du 5.4. Alors, est-ce que ça va bien se passer? On va voir. Donc ici, il a fini sa publication, et j'ai mon site qui marchait très bien sur ma machine tout à l'heure. Curieusement, ça se passe moins bien. J'ai une erreur ici en ligne 1907. Et je me dis, tiens, quelle peut être la différence entre l'environnement qui fonctionne sur le poste du développeur et l'environnement qui ne fonctionne pas en production? Alors, une des façons de faire, c'est d'avoir un minimum d'intuition et de se dire, tiens, si je repassais en 5.3, comment ça se passe? Je repasse en 5.3 et je rafraîchis ma page. Surtout si je clique à côté. Voilà, là, j'ai pas d'erreur. Ah, mon intuition était la bonne, il y a un souci entre la 5.3 et la 5.4. À quoi ça peut être lié? Alors je vais farfouiller un peu sur les sites, notamment sur le forum Drupal. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais trouvé comment corriger le problème. Je repasse en 5.4. Et je vais maintenant essayer de corriger le problème très facilement. Alors je pourrais reprendre le process depuis le début, dire au développeur, bah oui, il y a un correctif à apporter, il est fort heureusement documenté sur le forum Drupal. Mais on va aller le modifier d'une autre façon. Il y a un Visual Studio, cette fois-ci, qui est en mode online. Donc je vais activer l'édition dans Visual Studio Online. Je vais revenir sur mon dashboard. Et en principe, comme j'ai activé cette édition, je devrais voir apparaître une petite ligne qui me dit « Éditer dans Visual Studio Online ». Voilà, elle apparaît. Et donc je vais aller sur le SCM associé à mon site web.
à travers un outil donc, qui s'appelle Visual Studio Online, de son petit nom de code Monaco, modifier le code PHP pour corriger l'erreur, de sorte que ça puisse marcher aussi en 5.4. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer l'outil sous toutes ses facettes. Vous voyez ici Nikon Git, qui en fait permet de faire des connexions sur un référentiel comme Visual Studio Online. Là, je vais me contenter en fait d'aller modifier la ligne qui pose problème. D'ailleurs, pour être tranquille, je vais lancer la page qui maintenant ne devrait plus marcher parce que je suis repassé en 5.4. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison que ça se passe mieux pour l'instant. Voilà. Donc ligne 1907, include database query PHP. Pardon. Include database query PHP. Ligne 1907. Je suis dessus. Donc, alors, fort heureusement, je suis déjà tombé dans le bug, donc c'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. Hein. Mais là, j'ai le correctif. Alors, si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer à quoi c'est dû. Bon, c'est une histoire de gestion de taille de string, qui sont gérées différemment entre 5.3 et 5.4 pour le coup. Je suis vraiment pas un expert du sujet, mais les forums, c'est parfois bien utile. Et voilà, donc je suis sur mon site. Je pourrais revenir sur la page qui passait pas tout à l'heure. Et maintenant, ça se passe bien. Alors, juste pour conclure sur Azure Website, donc vous voyez qu'il y a déjà du monitoring qui s'est mis en place. On peut voir des informations sur le CPU, sur les données en entrée, en sortie. S'il y avait des erreurs, on les verrait. Vous voyez déjà le premier déploiement qui a eu lieu, celui qui, vous allez voir, qui a eu lieu quand j'ai fait mon git push. Donc vous pouvez monitorer un certain nombre de choses, créer des web jobs pour déclarer des actions qui vont s'exécuter à la demande, en continu ou de façon périodique. Vous pouvez gérer la scalabilité, comme je le disais. Ça, c'est un aspect très intéressant parce que ça peut être parfois compliqué d'avoir un service qui répond tout le temps, dans toutes les conditions. Donc vous pouvez faire du scale-up ou du scale-out, c'est-à-dire vous partez sur une petite machine ou sur une grosse en fonction de vos choix. Vous pouvez faire une programmation planifiée de l'activité de votre service. Donc à certaines heures, je sais que les gens sortent du boulot, ils vont être plus demandeurs. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose d'encore plus automatisé, basé donc sur de l'autoscaling, qui va vous dire, bon bah voilà, moi je m'attends à avoir une forte utilisation de mon application, et si le CPU passe au-delà de telle ou telle valeur, je vais pouvoir interagir avec. Bon. Enfin bon, ça fait un passage très rapide sur Azure Website, mais c'est vraiment une façon d'aller très très vite pour proposer un service ou une application web avec tout un ensemble de valeurs ajoutées. Et ce, indépendamment du langage qui est proposé. L'autre approche pour faire du PHP dans Azure, c'est de partir sur un portail, enfin le même d'ailleurs, mais cette fois-ci avec, alors je l'illustre très rapidement, mais vous faites une VM, et puis vous allez choisir à partir de la galerie telle ou telle image, une image Suze, une image CentOS, et ainsi de suite. Bon. Et vous pouvez faire vos propres images, évidemment. Donc vous pouvez le faire à travers le portail, vous pouvez le faire à travers un script PowerShell, comme je l'ai fait à l'instant, ou à travers une API REST, et vous allez avoir l'image qui va être déployée, sur laquelle vous allez pouvoir faire de l'autoscaling aussi, du scale-up, scale-down, mais même chose que précédemment. Mais une application PHP, ça ne se résume pas forcément à un site web ou une machine virtuelle, ça peut être quelque chose de plus, et là je vais passer la parole à Hervé, pour qu'il vous en parle un peu plus longuement. Bonjour. Donc là, on a vu une illustration de l'utilisation du mot de passe en fait, d'Azure. Donc on est directement en train de coder, de déployer des sites et des choses comme ça. Mais souvent, en fait, une application PHP, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est une multitude de composants qui vont être liés les uns avec les autres. S'il te plaît. Voilà, donc on va être obligé on va déployer du varnish pour avoir du cache, on va avoir des reverse proxy en Nginx, on va avoir une application donc PHP par exemple sur un framework Laravel, et puis on va avoir une base de données répliquée avec des processus de REP-MGR, et puis tout ça avec une centralisation des
des logs applicatifs web pour pouvoir suivre certaines métriques. Donc on voit que pour pouvoir faire ça simplement, et ça dès les phases de développement, on ne va pas pouvoir le faire à la main en tapant des commandes apt-get, des choses comme ça. Donc on va utiliser un framework, et ça dès les phases de développement, parce qu'on va pouvoir, si vous utilisez du Docker, modéliser ce genre d'architecture très facilement, et surtout passer en prod aussi de la même manière. Et puis, ce genre de solution, en fait, vous donne la possibilité il n'y a pas de vendor locking, c'est-à-dire que vous pouvez le vendor locking sur votre application locale qui est sur Docker, vous allez pouvoir la passer sur un IaaS Azure, la passer sur un autre IaaS, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc en fait, ça c'est, il y a une idempotence sur ces outils qu'on va utiliser. Donc l'outil c'est Ansible, je vais vous faire une démo de cette chose-là. Donc Ansible, c'est un outil qui est complètement agnostique. Et donc là, on va illustrer comment je pilote le IaaS Azure avec Ansible. Donc en fait, le IaaS Azure, on va le voir. Donc, alors Ansible, je refais un petit focus sur Ansible. C'est un outil très simple qui permet en fait de déployer des configurations d'applications ou carrément des applications sur des machines distantes via le protocole SSH et sans agent. C'est ce qui fait sa grande différence, par exemple, avec du Puppet, du Chef ou du Salt. Il n'y a pas d'agent. Et pour ceux pour les développeurs, ça se rapproche énormément, par exemple, dans la philosophie de Capistrano. Vous instruisez les machines distantes à faire des choses. D'accord ? On va passer très rapidement là-dessus. C'est basé sur des modules extensibles. Le cœur est en Python, mais vous pouvez étendre le modèle avec tout ce que vous voulez. Comment on décrit en fait En fait, on va jouer des playbooks. Sur Puppet, c'est des manifestes. Sur Chef, c'est des recettes. Enfin bref. Donc on gère des playbooks. Et en fait, c'est très très lisible. D'accord ? Donc on va décrire ce qu'on fait. On peut avoir plusieurs intervenants qui interviennent sur ça. Donc vous avez un intervenant qui va coder, un architecte qui va dire voilà, il faut qu'on déploie ci, ça. Et puis après, vous allez avoir le DevOps qui va mettre la corrélation avec les modules Ansible en face. Par exemple ici, c'est très simple. On va faire un playbook très très simple. On déploie un serveur Nginx sur un groupe de machines qui s'appelle Web Server avec un user distant qui s'appelle DevOps. Et puis sur ça, on va exécuter des tâches. Donc en fait, c'est pas du scripting Ansible. On essaye d'atteindre un état. C'est très important parce qu'on dit ouais, moi je fais du shell, c'est suffisant. Mais non, en fait, ces outils-là, en fait, ils apportent énormément de choses en plus parce que par exemple là, install package Nginx, state latest, d'accord. Donc en fait, ça veut dire que quand vous allez passer cette première commande, enfin ce premier playbook en ligne, il va installer Nginx, il n'existe pas. Si vous le repassez, il ne va pas l'installer. Il aura détecté que l'état est unchanged, donc il ne refera rien du tout, il n'essaiera même pas de le faire. Et s'il y a une nouvelle version de disponible dans les dépôts, il va l'installer. Puis on peut taguer, ça c'est pour rejouer des portions simplement de recettes. Et puis après, on a un truc qui s'appelle Start Nginx Service, if needed. Donc on va démarrer le service. Si jamais le fichier de conf de Nginx a changé, on va avoir un état changé. Donc en fait, il va redémarrer le service. Autrement, il ne va pas le faire. Donc en fait, c'est hyper simple, c'est limpide. Il y a pas, quand on rentre dans un playbook Ansible, on démarre au début, on arrête à la fin. C'est pas un peu comme par exemple Puppet où on doit gérer des dépendances et des choses comme ça. Voilà. Donc si on regarde un petit peu au niveau de la démo, en fait, donc là, on peut interagir avec le IaaS. Alors là, je suis pas sur Ansible. Vas-y, appuie sur là. Donc en fait, on peut gérer Azure avec l'Azure CLI. Donc c'est une application Node qui permet en fait. Donc on voit Azure Create VM, Affinity Group. Enfin bref, il y a plein de paramètres. Et en fait, on va créer des VM. Dans un premier temps, on va provisionner en fait des VM qui sont complètement vides, avec juste là pour le coup c'est une Ubuntu, d'accord. Donc on fait ça, ça va interagir sur le IaaS, on verra le résultat après sur mon écran. Et en fait c'est très très simple. Donc là la première partie on crée la VM, la deuxième partie en fait on ouvre
on ouvre les ports, là notamment pour faire de l'HTTP. Hein, il y a un firewall intégré qui permet de gérer très finement en fait, qu'est-ce qui ouvre et du netting sur les ports. Donc là, on a fait ça, on a créé nos différentes VM, donc on va passer à l'écran suivant. Voilà. Donc, alors là, c'est pour vous montrer l'aspect idempotent. Donc là, en fait, c'est juste pour vous illustrer, j'espère que c'est à peu près clair. On peut peut-être éteindre un petit peu, non, c'est possible? Non, c'est pas possible, bon d'accord, ok. Alors l'idempotent, ça veut dire que vous pouvez rejouer autant de fois que vous voulez en fait une recette, il va détecter l'état. Ici par exemple, j'ajoute une entrée, je récupère les informations de ma machine que je ne connais pas, je les ajoute dans le fichier host. Donc là je vais sur cette machine et je vais aller modifier mon fichier host. On a vu, hein, on avait un state not change, d'accord, je le lance. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer voilà. Donc là, on a un état change, d'accord. Donc en fait, j'avais enlevé la ligne de etchost, il me l'a remise avec ce que j'avais demandé dans la recette, d'accord. Donc en fait, et si je le rejoue, je vais repasser sur un state unchange. Donc c'est vraiment très pratique, notamment pour pousser des confs et des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'idempotence. En fait, on rejoue à volonté tous les scripts. Et donc là, on va passer en live. Donc on va faire ça. Alors le challenge, c'est de monter la stack qu'on a vue en 10 minutes. Théoriquement 5, parce qu'il y a les... Théoriquement 5, d'accord. Alors les questions sont après. tiens, tu passes... Alors je vais juste vous décrire... Pardon. La structure d'un playbook et tout ça, et puis après on fait ça après. Voilà, c'est toujours bien. Donc, alors attends, parce que non c'est bon. Allez, what the fuck, voilà. Celui-là, c'est à peu près bon. Ok. Donc en fait sur Ansible, vous avez vu tout à l'heure là, on a fait des choses sur un site web. Donc il y a 2 écrans, d'accord. Là il y a ici c'est ce qu'on appelle un fichier d'inventaire. On va décrire en fait des groupes de machines sur lesquels on veut travailler. D'accord. Donc le premier en haut, c'est pas très clair, mais ça s'appelle targets. D'accord. En fait, je liste toutes mes machines dedans. Donc, si j'ai des choses à faire sur mes machines, et ben en fait, ça va prendre toutes les machines et ça va traiter ces machines en parallèle. Après, j'ai un autre groupe qui s'appelle packetBitNot. En fait, je vais installer un petit agent packetbit. Et sur ces machines-là, je ne vais pas la mettre sur la machine packetbit, d'accord. Donc j'ai que 5 machines, et ainsi de suite. Sur la partie droite, c'est juste pour vous montrer un playbook complet. Et ce playbook complet, en fait, on va utiliser donc des entrées avec targets. Je vais utiliser le user remote. Et puis je vais utiliser ce qu'on appelle un rôle. Un rôle, c'est une recette pour faire quelque chose, d'accord. Donc j'ai un rôle common. Le rôle common, eh ben, je vais faire un apt get update sur toutes mes machines d'un coup. Par exemple, ELK, je vais installer un Elasticsearch sur simplement les machines qui sont Elastic Cluster, d'accord. Donc là, ça serait un petit peu plus bas dans le ça. Et puis après, je vais installer des agents. Et puis là, je vais avoir, par exemple. Ah, donc je continue Je continue ma recette, je paquet big agent, je vais setter les databases, le cluster et ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer la recette. Alors CTRL B. Donc là je suis là, je sors de ça, d'accord. Quand je vous disais qu'il fallait de la collaboration entre le dev et l'ops. Voilà, exactement. Donc, en fait, je vais faire Ansible, playbook, d'accord. Ici, je vais utiliser alors le Azure Host comme fichier d'inventaire. Après, je vais dire site.yml et puis je vais dire je veux forker A6 simplement. Et donc là, et je vais faire sites.yml. Non, mais ça c'est fait, ça devrait être bon normalement. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Donc là, je lance la recette. Donc là, il y a une première phase, en fait, gathering facts. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher toutes les informations sur les machines distantes qu'on voit sur Azure.
qu'on a sur Azure. Je vous montrerai le portail après. Et donc là, en fait, il va chercher toutes les informations. Donc, il va chercher l'adresse IP, le nom, la taille des disques et tout ça, pour pouvoir, à la limite, les rechercher derrière. Donc là, on a Update Source List. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que à Ubuntu 5, en fait, elle n'est pas à jour. Donc en fait, il fait un apt get update parce qu'elle n'est pas à jour. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, je force sur toutes les machines parce que je ne veux pas avoir d'effet démo pour l'installation des paquets. Donc je fais un apt get update en shell pour ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc ça s'exécute. Donc là, en fait, on va installer tous les paquets. Donc en fait, je les ai déjà installés sur les machines distantes parce que ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut aller chercher un petit peu partout sur les dépôts Ubuntu. Donc là, j'installe la JRE. Je vais chercher par contre là chez Elasticsearch le paquet Elasticsearch. Et ce que je vous propose, donc là, on est sur ces machines-là. Donc en fait, on va avoir deux machines qui s'appellent AW Ubuntu 5.alterweb.cloud qui va être notre application en Laravel. Et puis ici, sur le 6, on va avoir le dashboard Packetbit qui va me permettre de suivre en fait, mes métriques d'application. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai téléchargé ma stack ELK. Je vais chercher mon Kibana. D'accord. Je vais comme ça avoir, voilà, donc là j'ai des petites choses qui se passent, hein, ça vit et ça s'est planté, je suis super content. Effet démo, pof, je sais pas ce qui se passe, voilà, un petit coup, voilà. Donc je recommence donc. C'est bien, idempotent, on peut le lancer. Idempotent, je peux le relancer, ça va marcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du certificat. Alors des fois, on a des petites choses. Donc en fait, là, ça s'est planté là. C'est pas grave, en fait. Ce que je vais faire, je vais arrêter la recette en plein truc et je vais en fait reprendre sur mon. Et pourtant, je l'ai rejoué 500 fois cette. C'est dément. Donc on en était à ELK, d'accord. Donc pourquoi je passe alors, je peux faire en fait la même chose. Ici, je vais faire moins. C'est pas plus mal en fait. Vous verrez pas la suite, mais voilà. Donc là, ce que je vais faire moins T, et puis je vais lui dire en fait ce que je veux rejouer simplement dans la recette, par exemple. Donc là, on avait fait ELK, donc en fait, je vais faire. Tiens, tu me tiens ça. Hop. Voilà. Je ne sais pas si on avait réussi à mettre c'est peut-être les agents Packetbit en fait qui ne marchent pas. Donc en fait, je prends simplement le tag setup Packetbit, d'accord, et puis je le colle là. Et en fait, là, il va me jouer. Alors là, on joue à la main juste cette partie de Playbook. Donc là, on va aller simplement sur les machines AW 3, 4, 5 et on va essayer de déployer en fait les fameux agents Packetbit qui ne fonctionnent pas maintenant. Alors peut-être c'est parce qu'il y a entre-temps, il y a eu une montée de version de Packetbit entre hier et aujourd'hui. C'est possible. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a ça. Donc on va le faire en désordre. C'est pas grave. Donc là, on a les bases, le cluster master. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a ça. Ça marche en fait. Ah oui, alors, je vais peut-être rejouer juste LK. Juste pour vous montrer en fait les. Ça avait marché ça ou pas? Attends, je vais voir. Non, ça va pas marcher ça. Voilà. Donc en fait voilà, donc c'est tout à fait l'effet démo, mais en fait vous voyez en fait la puissance en fait d'Ansible pour ça, qui permet en fait de rejouer à l'infini des recettes et de pouvoir les déployer. Donc là on attend, je recommence. J'aimerais bien quand même au moins avoir un dashboard.
Et après, je rejouerai en fait les bases. Ça se passe un peu mieux là. Ok. Donc en fait, là, il y a un moment où je vais avoir normalement un dashboard. Je regarde par Nginx. Voilà. Ah putain, j'ai pas de bol. Hein. C'est vraiment pas de bol. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Non, je... voilà. Ok. Bon, enfin, vous voyez. Ce que je vous propose, donc, pour voir marcher la démo d'Hervé, parce que je l'ai vu marcher, moi, d'ailleurs, je l'ai en vidéo, c'est de venir sur notre stand. Il va passer l'après-midi à la refaire, si vous voulez bien, si ça vous intéresse. Sinon, on est à votre disposition. On avait 5 minutes qui sont déjà un peu écornées pour les questions, mais n'hésitez pas. Quels sont ceux dans la salle? Si vous n'avez pas de questions, moi je peux en poser, hein, mais bon, j'aurai pas beaucoup de temps non plus. Donc vous pouvez venir répondre à mes questions sur le stand aussi. Donc est-ce que parmi vous, il y en avait qui avaient déjà essayé des offres cloud publiques pour faire du PHP? N'hésite pas à lever la main. Ah, une main là-bas, 2. Est-ce que ce qu'on vient de vous montrer, ça vous donnerait éventuellement l'idée d'aller voir ce qu'on pourrait faire sur Azure parce que c'est quelque chose qui est absolument envisageable. On peut vous accueillir sur le stand, on peut vous donner des passes pour démarrer, aller un peu explorer. Enfin, vraiment, website pour faire du PHP, c'est un accélérateur sans précédent. Maintenant, vous pouvez aussi passer par une approche un peu plus plomberie, je dirais. Enfin, monter des VM, déployer toutes les choses qu'on a pu voir, alors avec ou sans Ansible. Mais donc, voilà, pas de questions? Oui? Question en termes de coût en gratuit, ça coûte, quand on s'inscrit sur Azure, on a 150 € de crédit, c'est ça? Et ça se passe comment avec, si on veut utiliser de façon gratuite pour essayer D'accord. Donc la question porte sur la tarification et les façons d'essayer Azure. Donc il y a un trial qui est proposé. Vous avez 1 mois d'usage gratuit d'Azure encadré. C'est-à-dire que quand vous avez Azure, vous avez 10 websites gratuits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut ouvrir une souscription, et cette souscription, elle peut s'ouvrir pour tout un chacun. La seule contrainte, entre guillemets, c'est qu'il faut rentrer son numéro de carte bleue. Alors si parmi vous, il y en a qui ont pas de carte bleue, ils peuvent venir sur le stand pour discuter avec une de nos collègues qui s'appelle Laura, elle est charmante. Et si vous avez un projet que vous pouvez lui exposer rapidement, elle a quelques passes qui vous permettent de partir sur Azure sans même avoir besoin d'une carte bleue. Sachant que la carte bleue, lorsque vous partez en mode trial, on ne vous débite pas, hein, c'est vraiment pour être sûr que, pour avoir une preuve que la personne existe, entre guillemets. Et si vous décidez d'arrêter au bout d'1 mois, eh bien, vous serez jamais débité de quoi que ce soit. Notre espoir à nous, c'est qu'une fois que vous avez commencé à jouer avec Azure, vous avez envie de continuer, quoi. Donc il y a la formule pass qui est accessible sur notre stand. Là, pour le coup, c'est pas 1 mois, ça doit être 2 ou 3, et vous avez plus de ressources aussi. Puisque bon, on a été très vite, on a vu juste les websites, la partie IaaS, mais vraiment monter une application aujourd'hui, c'est pas uniquement aller chercher un composeur pour aller chercher les modules, les librairies qui vont permettre de bâtir l'application, c'est aussi s'appuyer sur des services existants. Ces services, à un moment donné, il faut les déployer. Donc s'ils sont proposés as a service par un fournisseur cloud qui les a validés en amont, où je lui demande juste, moi j'ai besoin d'un cache de telle taille, accessible depuis tous mes serveurs, c'est quand même beaucoup plus pratique que si je dois aller déployer moi-même Redis sur toutes les machines. Alors effectivement, il y a des accélérateurs comme Ansible et d'autres solutions DevOps, mais le côté Lego, entre guillemets, j'ai besoin d'un service, je bâtis mon application, dans leur chercher tel ou tel service applicatif qui est proposé nativement, je veux gérer de l'authentification haute pour aller m'authentifier sur Facebook, sur Twitter, pour accéder à mon applicatif web. J'ai pas besoin de réinventer la roue, d'aller chercher tel ou tel morceau de code qui me permettra de le faire. Je m'appuie sur un service qui est nativement proposé dans la plateforme Azure et qui va me permettre de faire cette liaison beaucoup plus facilement. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.